Bienvenue à vous si vous nous rejoignez, rebonjour aux fidèles. Alors à l'instar des neurosciences et de l'IA, le quantique est un mot à la mode qui fait l'objet d'un certain battage, mais cela lui enlève-t-il pour autant toute légitimité scientifique? Je vous propose qu'on le découvre ensemble avec Sabine Maire, qui est responsable calcul quantique chez GENSI, grand équipement national de calcul intensif, et Maximilien Lévesque, cofondateur et PDG d'Akemia. C'est Mathilde Fontaise, rédactrice en chef d'Epsilon, qui sera notre modératrice de choc. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Bonjour à tous et à tous. Merci beaucoup d'être là pour cette conférence. La question, c'est que peut-on attendre du quantique? Que peut-on attendre de cette révolution conceptuelle qui a été initiée il y a maintenant 100 ans, qui nous a donné les semi-conducteurs, l'électronique, la supraconductivité, les lasers? Que peut-on attendre de la seconde révolution quantique, celle qui est plus récente, basée sur des concepts les plus contre-intuitifs de la théorie quantique, l'intrication, la superposition d'états, on en parlera. Mais peut-être que d'abord, justement, on peut en revenir aux fondamentaux de la quantique avec vous, Maximilien Lévesque. Qu'est-ce que c'est que la quantique? Oh, grande question. Déjà, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Maximilien Lévesque, je suis CEO cofondateur d'Akemia. Je fais ça depuis 4 ans. Avant, j'étais un chercheur physicien. Je dirigeais un groupe de recherche à l'École normale supérieure et au CNRS. Et je faisais justement de la physique quantique et de la physique statistique des liquides. Aujourd'hui, je fais de la recherche de médicaments, mais on y reviendra. Et pour répondre à votre question, qu'est-ce que le quantique? Je dirais que c'est la façon de comprendre, c'est la science, pardon, je vais le répondre mieux, c'est la science des toutes petites choses, la science des atomes, des électrons et de ce qu'il y a en dessous. Donc c'est la science à une échelle qu'on ne peut pas observer et qui pourtant, enfin on ne peut pas observer à l'œil nu, et qui pourtant est absolument partout dans notre quotidien. Ça répond? Ça répond. Et vous, donc Sabine Maire, qu'est-ce que la quantique pour vous aussi? Et finalement, aujourd'hui, comment est-ce qu'on l'exploite, cette théorie de l'infiniment petit? Bonjour, effectivement. Bonjour. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, c'est bon, pardon. Donc effectivement, nous, on travaille plus particulièrement côté GENSI sur la partie calcul. Donc c'est-à-dire comment on utilise les propriétés de l'infiniment petit pour faire du calcul autrement que comment on calcule avec un supercalculateur classique, avec des processeurs qu'on connaît, qu'on maîtrise, des technologies très matures. Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment là-dessus que nous, on se concentre. On participe à une initiative de la stratégie nationale quantique qui s'appelle HQI et qui vise à coupler des supercalculateurs classiques avec des processeurs quantiques, des premières générations de processeurs quantiques. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que ces processeurs quantiques, parce qu'ils calculent différemment, parce qu'ils utilisent des propriétés différentes des processeurs classiques, ils pourraient être plus efficaces pour résoudre certains problèmes, pour faire tourner certains calculs très spécifiques, par exemple des problèmes d'optimisation ou des problèmes de chimie. Et donc nous, on considère que la quantique, elle peut être utilisée pour accélérer la résolution de certaines parties de code de simulation. Et donc aujourd'hui, pour nous, l'enjeu, en fait, c'est d'arriver physiquement à coupler ces nouvelles architectures avec des architectures de calcul classiques qu'on maîtrise bien. Et donc c'est ce qu'on fait au travers du programme HQI, donc de la stratégie nationale qui s'appelle France Hybrid HPC, pour le calcul haute performance, Quantum Initiative. Et donc vous mettez à la disposition des ordinateurs qui peuvent être des ordinateurs un peu hybrides entre un quantique et un classique pour pouvoir commencer à mener des recherches? Alors effectivement, aujourd'hui, nous, on a identifié, parce que c'est le CEA qui porte cette initiative HQI, le supercalculateur Joliot-Curie, qui est un supercalculateur de GENSI qui est hébergé et opéré par le CEA au TGCC à Bruyères-le-Châtel, comme étant le supercalculateur d'accueil de différentes technologies de calcul quantique. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'infiniment petit, donc les particules, il y en a de différents types. Et aujourd'hui, il y a plusieurs technologies qui sont actuellement à l'étude pour construire cet ordinateur quantique. Alors certaines d'entre elles, elles ont certains avantages. On maîtrise certaines de ces technologies plus que d'autres en France, par exemple. Et donc l'idée, c'est qu'on arrive à identifier un peu parmi ces technologies lesquelles sont les plus viables et peuvent être les plus matures pour être intégrées avec un supercalculateur
classique. Et donc aujourd'hui, on a commencé par parier sur les technologies basées sur des atomes de rubidium. Donc on a une machine Pascal qui doit arriver cette année, dans quelques mois, pour faire du calcul quantique dit analogique. Et puis, on a lancé un appel d'offres il n'y a pas très longtemps avec l'Europe pour acheter une machine de calcul quantique photonique. Donc cette fois-ci, ce n'est pas les atomes, c'est les grains de lumière. Voilà, on va manipuler des grains de lumière pour faire du calcul. Et l'idée, c'est de continuer de regarder un petit peu ce qui se passe au niveau industrie, au niveau recherche, pour intégrer d'autres axes technologiques dans ce supercalculateur hybride. Et vous, Maximilien Lévesque, vous exploitez le pouvoir de la quantique d'une autre manière, tout à fait différente. Alors oui, et déjà je suis très 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 impressionné parce que le quantique est tellement devenu un mot... comment a été dit tout à l'heure? On parle de rubidium, de photonique, la conf d'avant on parlait de couplage spin-orbite. Moi j'ai l'impression d'être à l'ENS, donc je me sens comme à la maison. J'espère que vous aussi. Non, alors, pour répondre à votre question, en effet, le quantique, c'est pas que le calcul quantique. Le calcul quantique, c'est une façon d'utiliser... Je parle sous ton contrôle, je pense sous ton contrôle. Le calcul quantique, c'est une façon d'utiliser les propriétés quantiques pour faire le calcul d'une autre façon, d'une façon beaucoup plus performante. On l'espère. Ça reste prototypique. Et des gens pensent que c'est l'avenir. Mais ce n'est pas pour maintenant. Et ce n'est pas ce qu'on fait, nous, chez Alchemia. Nous, on utilise la connaissance des propriétés quantiques des atomes et des molécules pour designer, inventer, découvrir de futurs médicaments, qui sont des molécules. Parce qu'on a besoin de comprendre, oui, avec cette finesse quantique, pour pouvoir ajuster des compositions moléculaires, etc. On a besoin. Exactement. En fait, ce que nous, on fait, c'est qu'on... Je vais pas être technique, et vous allez voir, je trouve ça trop cool. On est une IA générative, comme un chat GPT, sauf qu'il n'invente pas des phrases en s'étant entraîné sur tout le corpus d'Internet de ces 30 dernières années. On a un chat GPT qui s'appelle Alchemia, qui invente des molécules, atome par atome, qu'on espère être des candidats médicaments. C'est notre travail d'inventer des médicaments, de les découvrir. Donc, qui invente des molécules, et ces molécules sont testées du fait de leurs propriétés quantiques dans un simulateur justement, et qui tient compte des propriétés quantiques de chacun des atomes qui composent les molécules. Dit simplement, une IA générative complètement idiote invente des choses, des molécules complètement idiotes, et de la physique quantique et statistique, elle très rigoureuse et j'espère intelligente, lui donne du feedback en lui disant ces molécules-là étaient vraiment pas bonnes, les interactions quantiques électroniques dans la molécule ne permettent pas d'en faire un médicament, améliore ci, améliore ça. Et l'IA générative, très bête, mais qui apprend du feedback de la physique quantique et de la physique statistique et génère de meilleures molécules. Et par des cycles d'amélioration continue, dans l'ordinateur, on finit par générer, inventer, vraiment inventer, pas des phrases, pas des bonnes phrases, mais des bonnes molécules qu'on pense assez performantes pour les tester vraiment, ce qu'on appelle au wet lab, c'est-à-dire à la paillasse, les fabriquer, les synthétiser vraiment, puis les tester sur les cellules. Et puis aujourd'hui, à Alchemia, on a 3 projets qui sont testés dans des animaux. 3 projets contre des cancers. En fait, je veux aller jusqu'au bout pour sortir de la tech et du quantique. À quoi ça sert à la fin à inventer des molécules qui aujourd'hui font régresser, donc diminuer de volume des tumeurs greffées sur des rats. Nos molécules inventées grâce à notre compréhension des propriétés quantiques et grâce à l'IA générative font aujourd'hui régresser des tumeurs dans des animaux. Voilà. Non. Alors, interdiction formelle, je veux bien un gentil mail quand on aura trouvé un médicament. Là, pour l'instant, c'est encore testé sur des animaux. Mais je vous avoue, merci quand même, ça fait plaisir. Et 2, c'est vrai que chez Alchemia, on est 60 personnes, on est dans le 15e arrondissement, tous à Paris. Il y a un tiers des gens d'Alchemia viennent du monde entier en se disant c'est chez Alchemia qu'on va trouver des médicaments. Et en vrai, j'étais un peu fier de dire je suis chercheur CNRS, à Normal Sup. Ma maman en est très fière, mais c'est plus mon travail aujourd'hui et je suis bien plus fier d'entendre mes enfants dire papa, il cherche des médicaments. Voilà.
Est-ce qu'on peut revenir justement un peu sur la construction de cette entreprise Akemia? Donc vous étiez chercheur, comme vous venez de le dire, et ça permet d'illustrer aussi une démarche qui est de faire de la recherche fondamentale, et puis ensuite, quelque part, monter son entreprise, et puis, etc. Est-ce que vous pouvez faire le récit de ça? D'autant que ça commence à Saclay, l'histoire, il me semble. Oui, j'ai fait ma thèse de physique quantique théorique au CEA, Commissariat à l'énergie atomique, juste à côté, littéralement à 2 km sur le plateau. Ensuite, j'ai travaillé à Oxford, puis à Cambridge au UK. Et puis ensuite, j'ai eu un poste CNRS, j'étais fonctionnaire. Et je dirigeais un groupe de recherche au sein de l'École normale supérieure, rue d'Ulm, pour comprendre des propriétés quantiques et statistiques des liquides, de l'eau. Moi, je suis un professionnel du café. Qu'est-ce qui se passe quand on a une molécule de café ou d'autre chose, ou thérapeutique, ou vraiment tout qui est plongé dans un bain infini de molécules dites de solvants, c'est-à-dire de molécules identiques. Et puis, en vrai, je faisais des maths appliquées à de la physique théorique, et j'ai craqué une très vieille équation que les gens n'arrivaient pas à craquer. Je dis « je », mais en fait, c'est mon équipe et moi. Et à la fin, on s'est retrouvés avec des prix, etc., et des gens de la recherche de médicaments qui sont venus nous voir en nous disant « mais pourquoi vous vous appliquez pas ça à la recherche de médicaments? Pourquoi vous appliquez ça au nucléaire ?» Moi, je dis, je connais bien le CEA, c'est mon background. Et en fait, si, ça avait une grosse portée dans la façon dont on design de nouveaux médicaments. Et puis ça, c'était il y a 4 ans. J'ai rencontré ma cofondatrice Emmanuelle Marciano, qui avait fait 10 ans de conseil en stratégie au BCG. Elle a quitté le BCG, j'ai quitté l'ENS. Et puis maintenant, 4 ans plus tard, on a levé 4 fois de l'argent, 60 millions au total, on est 60. On a signé l'année dernière. Et ça, en fait... ça marche tellement bien que des grosses pharmas signent des très très gros deals avec nous. Par exemple, l'année dernière, en décembre, on a annoncé un deal avec Sanofi à 140 millions de dollars. Et c'est vraiment pour inventer des médicaments. Donc concrètement, ça c'est une partie de notre activité aujourd'hui. Et l'autre partie, qui est encore plus importante, c'est de développer nos propres candidats médicaments, les nôtres, ceux dont je parlais tout à l'heure, on fait exactement ce que je vous ai décrit. On part d'une cible thérapeutique, c'est-à-dire d'une protéine responsable d'une maladie dans le corps. On fait le design exactement comme je vous ai décrit. On teste, et puis on donne du feedback expérimental au design, on recommence, et puis on espère que ça deviendra des médicaments. Sabine Merle, vous êtes à un poste privilégié pour observer toute cette communauté, cet écosystème quantique. Elle sourit parce qu'elle l'a dit tout à l'heure et je l'ai chopé au passage, au café. Mais depuis ce poste-là, justement, vous pouvez voir un peu tout l'écosystème français en particulier. Quelles sont selon vous les spécificités françaises? Est-ce qu'on est bon en quantique en France? Est-ce qu'on a particulièrement un enthousiasme à vouloir appliquer, exploiter ce savoir fondamental? Alors effectivement, en France, et je pense que c'est important de le noter, on est particulièrement bien placé dans la course au quantique. Tout simplement parce que je le disais tout à l'heure sur la partie calcul, il y a plusieurs particules en fait, qui peuvent être utilisées pour construire un ordinateur quantique. Et il y en a une dizaine à peu près qui sont à l'étude dans le monde aujourd'hui. Et il se trouve qu'en France... je pense en raison de l'excellence scientifique de nos laboratoires et puis des choix qui ont pu être opérés aussi pour d'autres applications précédemment, on se retrouve à en maîtriser 6 ou 7 avec des porteurs industriels identifiés. C'est-à-dire que nos laboratoires étaient capables de créer des sociétés qui sont actuellement, qui portent ces projets de développement de calculateurs quantiques basés sur différentes technologies avec un succès certain. Que ce soit, effectivement, il y a les levées de fonds, mais donc ça les rend particulièrement visibles. Mais certains d'entre eux ont déjà placé des systèmes. On parlait de Pascal tout à l'heure, qui effectivement, on a placé un en Allemagne et un en France. Mais j'ai entendu, j'ai ouï dire que Candela allait également installer un système au Canada. Donc en plus, ça s'exporte. Il y a un vrai rayonnement de notre capacité en France à développer ces technologies-là. Et c'est absolument, à ma connaissance, inégalé dans le monde, en fait. Alors, si je peux rebondir là-dessus, c'est quand même assez extraordinaire de se dire qu'on a
l'élite de la recherche en quantique. Je ne parle pas du tout de moi, évidemment, mais il y avait Alain Aspect qui était là il n'y a pas longtemps dans cette conférence. Enfin, je veux dire, on a des Nobel de quantique et on a les top, l'élite du quantum computing, qui est une application phare en ce moment du quantique. C'est pas pour rien, il y a beaucoup d'efforts, beaucoup de gens qui y travaillent, etc. Donc, il faut se rendre compte à quel point c'est extraordinaire en France, le quantique, du plus fondamental et théorique jusqu'à l'application qui est je mets un ordinateur dans des racks dans un hangar au GNC, CCRT, CEA, etc., etc. Et où on en est, du coup, sur l'ordinateur quantique? Est-ce qu'on travaille plutôt le code, plutôt les algorithmes, en se préparant à pouvoir faire travailler les machines très bientôt? Est-ce qu'on est déjà en train de faire des débuts d'essais de calcul vraiment quantiques? Est-ce que c'est un rêve très lointain? Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Alors effectivement, on a un écosystème qui est très pluriel sur le sujet, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui développent le matériel, donc qui construisent ce qu'on appelle des qubits ou des bits quantiques, et qui essayent de faire en sorte qu'ils fonctionnent le mieux possible, qu'ils donnent les résultats les plus fiables possibles. Là, on en est encore au début de l'aventure. Il y a certains prototypes qui commencent à être mis à disposition d'utilisateurs. Mais que ce soit dans les startups ou même au sein des laboratoires académiques, il y a aussi des gens qui travaillent sur les algorithmes. Parce qu'en fait, développer des qubits, c'est bien. C'est encore mieux si on sait ce qu'on en fera demain. C'est aussi encore mieux si on est en capacité de faire des retours aux gens qui développent les qubits sur les besoins qu'on peut avoir du point de vue algorithmique, mais même en termes de fiabilité. Donc en fait, c'est un environnement qui regroupe énormément de compétences différentes. Et donc aujourd'hui, c'est un petit peu en train de se mettre en place. Il y a vraiment, tu parlais de boucle d'itération, là c'est un petit peu ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent sur les algorithmes et qui du coup font des retours aux gens qui travaillent sur le matériel, et les gens qui travaillent sur le matériel doivent donner aussi des perspectives aux gens qui développent les algorithmes, et donc ça s'alimente un peu de ce point de vue-là. Est-ce qu'il y a des échanges ou des concurrences? On sait que de grosses entreprises d'électronique, ou je pense à IBM en particulier, qui communiquent énormément sur le quantique. Je pense aussi à Google qui a ses propres équipes, etc. Est-ce qu'il y a une forte concurrence, une cloison étanche, ou est-ce qu'il y a des interactions entre cet écosystème que vous décrivez, qui est un écosystème plutôt sur financement public, et ces entreprises qui ont tout intérêt à garder pour elles et à travailler leurs ordi, même si des démonstrateurs sont mis aussi à la disposition du public scientifique pour créer des logiciels, mais... Alors, en fait, déjà, il y a des partis pris sur ces technologies-là. C'est-à-dire que ces acteurs sont porteurs d'une technologie dans laquelle ils croient. Et aujourd'hui, c'est tellement capitalistique que c'est compliqué d'investir dans la recherche sur plusieurs technologies, d'une part. Et puis, il y a un deuxième parti pris qui est celui de partir uniquement sur le calcul quantique, ou celui de partir avec un prisme plus calcul scientifique, simulation numérique, et comment j'utilise le calcul quantique comme une pièce du puzzle de ma puissance de calcul, finalement, comme un outil parmi d'autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des acteurs qui sont particulièrement visibles, comme IBM, qui ont été particulièrement efficaces, je pense, notamment dans la construction d'une communauté d'utilisateurs sur leur environnement. C'est-à-dire que ils ont développé cet environnement logiciel qui est Qiskit, et ils ont beaucoup d'utilisateurs dans le monde. Donc pour SME, ils ont été particulièrement adroits. Maintenant, c'est une technologie sur laquelle eux ont parié, qui sont les technologies basées sur des supraconducteurs avec des architectures très spécifiques. En France, on a un acteur qui s'est basé sur un peu la même base technologique, mais qui a fait le pari directement d'aller sur l'étape d'après en travaillant sur la pureté des qubits, leur capacité à avoir des résultats fiables. Donc c'est différenciant. Donc en fait, la concurrence, je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas, mais elle n'est pas forcément très frontale, comme on peut la connaître parmi d'autres fournisseurs de technologies sur les technologies classiques. Et en plus, au sein de l'écosystème français, pour y revenir, et même l'écosystème européen, ce qui est intéressant, c'est comme c'est un peu le début de l'aventure, il y a des partenariats qui peuvent se nouer pour faire avancer, par exemple, tout ce qui est technologie habilitante. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs plateformes technologiques qui vont avoir besoin de cryogénie, par exemple. Donc il y a des projets qui se montent pour essayer de faire évoluer les technologies de cryogénie pour servir les besoins de différentes technologies. Donc,
Je pense qu'on en saura plus dans les années qui viennent quand ce sera plus avancé d'un point de vue maturité technologique, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît pas non plus extrêmement concurrentiel. Est-ce qu'on présage déjà des spécificités en application, par exemple, plus vous parliez de la chimie tout à l'heure, plus dans certains domaines qu'on a identifiés comme étant compliqués, la pharma peut-être? Alors effectivement, c'est un petit peu le résultat qu'on attend de HQI, c'est-à-dire qu'en exposant assez tôt des technologies à des utilisateurs pour la recherche ouverte, ce qu'on voudrait savoir, nous, c'est parmi les technologies qu'on a exposées, lesquelles sont le meilleur fit pour résoudre tel ou tel problème. Ce qu'on sait d'ores et déjà, c'est qu'il y a des technologies qui sont plus spécialisées que d'autres. Typiquement, nous, en termes de maturité, on avait fait le pari de partir en premier avec le calcul quantique analogique proposé par la société Pascal. On sait qu'il y a certaines applications qui sont plus propices sur ces systèmes-là, étant donné leur fonctionnement. Donc, par exemple, tout ce qui est la simulation de systèmes physiques, et puis des problèmes d'optimisation également. Donc ça, on sait qu'on va pouvoir travailler dessus avec ce système-là, alors qu'il y a d'autres systèmes qu'on va acquérir ultérieurement, qui seront peut-être plus larges en termes de spectre ou qui permettront de résoudre d'autres types d'applications. Mais c'est vraiment, ça fait partie des sujets sur lesquels on souhaite avancer en mettant à disposition cette puissance de calcul. Et de votre côté, puisqu'on joue, on va se prêter au jeu de la futurologie un petit peu aussi pour répondre au titre de la conférence qui reste que peut-on attendre du quantique. On voit des applications concrètes aussi de votre côté, donc sous un autre angle. Et alors, je voulais aborder d'ailleurs au passage un sujet qu'on a abordé ensemble avant cette conférence qui m'a intéressée. Je vous disais, donc on a avec Akemia un exemple du transfert du fondamental vers l'appliqué, et vous m'avez repris en me disant je ne veux pas du tout opposer les deux, c'est beaucoup trop franco-français cette manière de voir les choses, et vous avez dit que c'était naturel quelque part, et ma question c'est est-ce qu'on peut imaginer comme ça d'autres encore plus, après tout ce qui est déjà arrivé de la quantique, on va dire fondamentale, est-ce qu'on peut imaginer d'autres transferts applicatifs, d'autres inventions concrètes qui pourraient déboucher du quantique? Alors oui, l'opposition théorie, mathématique, formelle, etc. et l'application, je pense qu'elle est d'un ancien temps. Vraiment, donc les gens qui ont fait leurs études il y a très longtemps, peut-être restent avec cette idée en tête, mais elle n'existe plus aujourd'hui, même à Normal Sup. Donc ça, c'est un premier message. Est-ce que vous imaginez un chercheur de 30 ou 40 ans aujourd'hui qui fait des maths formelles et qui ne se dit pas à quoi ça sert tout ça? C'est quoi mon rôle dans l'univers? Ça n'existe pas, ça n'existe plus. Il fallait être très idéologue et d'un ancien temps. C'est important de l'avoir en tête. Tous les chercheurs que je connais, vraiment sans exception, que je connais aujourd'hui, ont les mêmes questions existentielles que tout le monde et se demandent à quoi ils servent et à quoi sert leur recherche et sont obsédés par cette question. Donc ça, c'est, pardon pour cette prise de recul très méta sur la recherche, mais c'est important de s'en rendre compte quand on est quand on n'est pas chercheur, parce que c'est vos impôts qui payent la recherche, qui, in fine, débouche par sérendipité parfois, comme ça a été le cas avec Akemia. Je faisais de la physique théorique que je pensais appliquer au nucléaire et qui se retrouve avoir des conséquences que je pense de rupture. Alors le mot est un peu galvaudé aujourd'hui, mais je pense qu'on a inventé une nouvelle façon de chercher des médicaments. Enfin voilà, il y a vraiment tout un continuum. Et vous vous êtes basé sur un corpus mathématique inventé pour la quantique que vous avez détourné. Et c'est cet exemple-là qui est aussi intéressant, c'est finalement comment est-ce qu'on peut prévoir des applications futures quand on travaille sur la recherche fondamentale. C'est difficile de prévoir, puisque c'est aussi tordu que de se dire on invente des maths pour décrire le quark, et à la fin on fait des médicaments avec ces mêmes mathématiques. Exactement. En fait, il y a un truc qui me surprenait beaucoup au début d'Akemia, c'est-à-dire que quand je parlais avec des très larges corporations, genre Sanofi, 100 000 personnes, ou des fonds d'investissement, j'étais surpris qu'on ne m'oppose pas mais Maximilien, on vaut 100 milliards et on est 100 000 personnes, Sanofi. Tu crois pas qu'on aurait trouvé la solution si c'était faisable? Et en fait, je trouvais ça un peu absurde. C'était vu à l'envers et la réponse, elle n'était pas évidente. Mais en fait, si on prend...
en fait, les nouvelles façons d'aborder des problèmes réels, c'est-à-dire les façons qu'on n'avait pas vu venir, ne peuvent pas venir de l'interne. Le travail d'un chercheur chez Sanofi, s'il travaille bien, il cherche des médicaments avec les outils à disposition, il essaie d'améliorer les outils à disposition. Il n'a pas l'opportunité d'explorer des choses qui n'ont rien à voir pendant 20 ans, et puis de se dire « Ah, ça a craqué le problème en fait, de mon voisin. » Donc, la recherche fondamentale a un rôle d'exploration. C'est pas aléatoire, comme je vous disais, on a tous l'envie d'être utile, mais un rôle d'exploration très profond, avec derrière, et c'est ça qui est, je trouve, nouveau, qu'à 5-10 ans, qui sont derrière des relais qui permettent, dès qu'on pense qu'il y a une application disruptive à de la recherche fondamentale, je pense élite, comme on sait le faire en France, il y a des relais qui permettent de... Eh ben, on teste. On sort du laboratoire, on embauche des gens, on lève de l'argent, on est subventionné aussi. L'État a un rôle stratégique qu'il joue pour le quantique, qu'il joue pour la recherche, pour la santé. Et, pardon, je m'emballe, mais pour dire, la recherche fondamentale, ça ne veut pas dire que c'est déconnecté, ça veut juste dire c'est en amont. On ne sait pas encore, et peut-être... Enfin, voilà. Donc on ne peut pas prévoir. On ne peut pas prévoir. On ne peut pas prévoir. On sait où on est fort, par contre. On sait... il y a des grandes spécificités françaises. Le quantique en fait partie, hein. Encore une fois, on a eu des prix Nobel il n'y a encore pas longtemps. On sait où on est très fort, et c'est là il y a un rôle stratégique de très haut niveau de se dire, voilà nos grandes forces. On laisse l'opportunité à des zones un peu grises où on ne sait pas. Voilà. Mais bref, voilà. Et du côté du calcul, puisqu'on est dans un domaine qui est un peu différent pour le coup, où on est, comme vous le disiez au début de l'histoire, avec beaucoup d'espoir justement, avec beaucoup de rêves sur les potentielles applications, etc. Je voulais vous poser la question de ce qui vous semblait, vous, toujours de ce point de vue privilégié, vous êtes à l'interface un petit peu de l'écosystème. Qu'est-ce qui vous semble le plus prometteur, en tout cas, qu'est-ce qui fait l'objet d'une plus grande émulation aujourd'hui? Qu'est-ce qui mobilise les gens, mais pas forcément pour choisir une technologie, puisque vous n'allez pas pouvoir le faire. Je ne vais pas vous demander de parier sur le rubidium, mais peut-être qu'on peut juste se demander si, par exemple, j'ai entendu parler d'une émulation du côté de l'algorithmique, et qui d'ailleurs pourrait potentiellement déboucher sur des avancées qui ne concerneraient pas forcément le calcul quantique derrière, ou en tout cas qui pourraient être utilisées d'une autre manière après derrière. Bref, est-ce que la recherche en calcul quantique, c'est pas aussi un peu de la recherche fondamentale et qui a des potentialités différentes? Alors effectivement, je mentionnais beaucoup les startups tout à l'heure, mais elles sont toutes issues de laboratoires. Et c'est pas une fois qu'on a créé la start-up, après elle vit sa vie et le laboratoire continue sa vie de son côté. D'une manière générale, toute la recherche amont qui derrière va venir irriguer la start-up, en fait, elle est encore faite du côté des laboratoires et les liens restent extrêmement forts. D'ailleurs, certains de ces chercheurs, ils ont des positions dans les startups. Ils sont responsables scientifiques ou dans le conseil scientifique. Et donc, il y a un lien qui se fait. Et c'est vrai que, comme le disait Maximilien, l'avantage de la recherche fondamentale, quand elle n'est pas à l'intérieur des sociétés, c'est qu'elle a cette liberté d'aller ouvrir d'autres portes, explorer d'autres horizons et pas s'enfermer dans on a un produit à sortir dans tant d'années et donc on a cet axe-là. Donc de ce point de vue-là, c'est extrêmement riche et ça permet aussi de temps en temps d'avoir des interfaces un peu inattendues entre les sujets. Moi, je vais vous parler essentiellement de calcul quantique, mais j'ai bien conscience qu'il y a un autre sujet qui est d'ailleurs porté par la stratégie qui s'appelle les communications quantiques. Et en fait, avec des technologies similaires, on s'est rendu compte qu'en capitalisant sur nos compétences en communication quantique, on pouvait également trouver des applications très intéressantes sur le calcul quantique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive un peu à des limites sur certaines technologies, ou en tout cas, on a un verrou technologique pour faire des puces plus grosses, pour avoir davantage de densités de calcul de bits quantiques ou de qubits sur un calculateur quantique. Donc, une des solutions qu'on pourrait avoir, c'est d'utiliser des liens quantiques pour intriquer deux puces entre elles et avoir davantage d'entités de calcul. Et du coup, ça permettrait d'aller plus vite, plus loin, à résoudre des problèmes plus grands. Et donc ça, c'est porté notamment par une société qui s'appelle WeLink, dont
deux des cofondateurs sont des académiques. L'une d'entre elles s'appelle Eline Diamanti et elle travaille au LIPSIS. Et l'autre, c'est Julien Laura qui travaille au LKB. Et donc, ces gens-là, en fait, ils ont mutualisé leurs compétences pour créer une technologie qui peut être utilisée pour faire des communications quantiques et travailler sur l'Internet quantique et les réseaux. Et puis, ça pourrait également être intégré dans un centre de calcul pour aller unir le fonctionnement de deux puces, même de technologies différentes, pourquoi pas, pour faire des calculs plus ambitieux, même avec des technologies qu'on a, ou qu'on aura prochainement. Donc ça fait partie un peu des sujets où on a découvert quelque chose, on pensait qu'il y avait une application un peu toute tracée, puis finalement on se rend compte que ça peut venir irriguer un autre sujet. Et ça, c'est vraiment permis par cette espèce de binôme recherche académique, recherche fondamentale et puis application via de la valorisation. Et puis sinon, s'il y a un deuxième sujet, c'est aujourd'hui quelque chose qui est particulièrement attendu et prometteur, c'est l'implication des utilisateurs potentiels du calcul quantique. C'est-à-dire qu'au niveau académique, on a des gens qui développent des algorithmes. Il y en a également dans les startups qui le font pour pouvoir tirer parti de ces puces. Mais en fait, c'est encore mieux d'avoir des cas d'usage concrets, des vrais problèmes à résoudre avec je dirais, une certaine exigence aussi. Et donc, le fait que certains industriels, là, je vais rendre hommage à EDF qui nous accueille, mais par exemple, EDF a une équipe qui va un peu faire le tour des experts au sein d'EDF R&D, qui sont des experts en calcul de structure, des experts en optimisation, enfin, qui ont plein de sujets. Et puis, ils essayent de regarder parmi les codes de calcul scientifiques lesquels pourraient être accélérés par le calcul quantique. Et ça donne des calculs de points de rupture de barrage, donc vraiment des problèmes très terrain, finalement. Et en fait, on a besoin de l'implication de ces industriels, mais qu'ils soient gros ou même plus petits. Donc, on parlait de qubit pharma tout à l'heure, mais effectivement, Camia, ça pourrait venir, pourquoi pas, avec des problèmes très tangibles à résoudre via le calcul quantique pour alimenter la réflexion sur les algorithmes. Je vais donner un exemple hyper que pour le coup, je comprends finalement le calcul quantique. On fait plein de développements et puis... Mais en fait, tous ces calculs quantiques se font à très très basse température, autour de 0 Kelvin. Pas tous ? Certains, voilà. Et donc, on développe des réfrigérateurs. Pas moi, pas Akemia. Mais ça fait des applications dans comment on refroidit des objets à très basse température et pas que pour le quantique. C'est très simple et en fait... bref, ça c'est un truc. Le deuxième chose sur laquelle j'aimerais revenir, ce que vous avez dit, et que je trouve extraordinaire dans le quantique et aussi dans la recherche de médicaments, c'est le rôle intriqué, absolument, tout le monde est absolument nécessaire entre les gros corporates, l'État, les startups, les laboratoires de recherche. C'est... La créativité dans les startups, l'innovation qui se passe dans les startups, qui est une façon de sortir de la recherche fondamentale. Ensuite, il faut qu'elle soit testée sur des cas concrets. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir des très larges, des très gros corporates. Tu en as cité, je vais arrêter de citer toujours le même. Il y en a d'autres dans d'autres pays, etc. Qui, en fait, ouvrent ce qu'on appelle des centres d'open innovation et qui cherchent, qui sourcent, qui scoutent, comme ils disent, les technologies et qui sont prêts à faire des paris, parfois risqués, parfois avec beaucoup d'argent derrière, pour tester en vrai avec des cas concrets. Voilà. Je voulais juste préciser que la région Île-de-France, elle a particulièrement été active sur le sujet en lançant en 2020 un programme qui s'appelle le Pacte Quantique Île-de-France. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'est rendue compte qu'entre les laboratoires sur le territoire et puis la création de nombreuses startups, il y avait un vrai terrain pour bâtir des collaborations. Et donc, elle cofinance depuis 2020 des explorations, des projets d'exploration sur 2 ans qui unissent des gros industriels, ou en tout cas des porteurs de cas d'usage industriels, avec des experts du quantique qui viennent des laboratoires académiques ou des startups. Et ça a eu un tel succès qu'en fait, aujourd'hui, je crois qu'on a 12 projets qui ont été portés depuis 2020. Et donc, il devrait y avoir un événement de restitution, normalement au mois d'avril, je crois le 24 avril, ici même,
auxquels nous on participe et qu'on co-organise pour justement faire le point un peu sur ces projets, et ça permettra de voir les cas d'usage concrets avec les anticipations, les espoirs d'accélération ou de gains associés. Alors, encore une question pour vous, Sabine Maire. On entend parfois le calcul quantique et l'intelligence artificielle ensemble. Alors, ça paraît presque un coup de pub absolu, hein, vu qu'on prend les deux mots les plus à la mode du moment et puis on les met ensemble, on secoue et ça va faire un miracle. Est-ce qu'il y a vraiment des ponts possibles? Est-ce qu'on peut imaginer des interactions entre ces deux méthodes, ces deux techniques? Alors, il y a des ponts. Effectivement, il y a tout un domaine de recherche qui s'appelle le quantum machine learning. Alors, je ne suis pas une experte du sujet, donc je ne vais pas me lancer dans une explication. Je ne vous apprendrai pas grand-chose. Par contre, effectivement, il y a certaines des étapes dans le machine learning qui font appel à des codes d'optimisation, par exemple. Donc ça, c'est typiquement quelque chose qui pourrait être résolu de manière plus efficace par le calcul quantique. Donc ça fait partie un peu des sujets d'exploration. Maintenant, là où il faut être aussi un peu prudent, c'est qu'aujourd'hui, en gros, le chargement de données sur un ordinateur quantique, c'est compliqué. C'est pas forcément le point fort. On va traiter des datasets très petits. Donc effectivement, ça peut un peu obérer justement ce lien qui peut être fait entre les deux. Mais c'est un axe de recherche à part entière. Après, ce que nous, on voit, c'est que finalement, ce qui va nous intéresser, c'est d'utiliser pour des applications spécifiques le paradigme qui est le plus efficace, quoi. Si c'est l'IA, on utilisera l'IA. Si c'est le quantique, on utilisera le quantique. S'il y a effectivement un moyen que les uns apportent aux autres à ce moment-là, on essaiera de le mettre en œuvre. Mais finalement, ce qui nous intéresse le plus, c'est le gain, l'accélération qu'on va pouvoir en tirer et l'efficacité du calcul. Vous l'avez dit, Maximilien Lévesque, vous utilisez les deux, l'IA et la quantique sous la forme de... Et le quantique, en fait, il faut pas... Le quantum computing, le calculateur quantique, est une sous-catégorie du quantique, c'est pas une insulte du tout, hein. Je suis une autre catégorie. Le quantique, c'est vraiment l'utilisation des propriétés intimes de la matière. Et en fait, la puissance des ordinateurs classiques, pour le coup, aujourd'hui, la puissance des théories qui sont développées aujourd'hui dans les laboratoires de recherche, notre compréhension du quantique nous permet aujourd'hui mais c'est la compréhension fondamentale de la matière. Et cette compréhension fondamentale de la matière, oui, chez Akemia, on la mélange avec de l'IA générative. C'est cette compréhension fondamentale de la matière qui nourrit l'IA générative et qui lui donne du feedback sur sa bêtise à elle. Et sans faire de quantum computing pour l'instant. Je ne sais pas si dans le futur on en fera. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on peut attendre pour vous, Maximilien Lévesque, du quantique dans l'avenir, puisqu'on est sur la réalisation d'une application sur les médicaments? Est-ce qu'on peut prévoir, on disait non tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut se projeter quand même Alors, je crois que notre façon d'inventer et de découvrir des candidats médicaments est unique au monde. Donc, ce qu'on peut souhaiter à Akemia, c'est que nos premiers candidats médicaments rentrent en essai clinique en 2025, très concrètement. Et que le deuxième et le troisième rentrent en essai clinique, c'est-à-dire sur l'homme, sur des gens vraiment malades, en 2026. Voilà, c'est ça je suis là pour ça. Et concernant l'ordinateur quantique, est-ce qu'on peut juste se poser la question de finalement qu'est-ce qui bloque là actuellement? Vous parliez par exemple d'un cap à franchir en termes de taille, mais avec des solutions en termes de communication quantique. Là, en ce moment, on sait bien que c'est toute une communauté qui travaille sur un tas de possibilités, mais qu'est-ce qui bloque? C'est les erreurs, par exemple? Le problème des erreurs? Ça fait partie effectivement des sujets qui occupent, je pense, le plus les chercheurs, la fiabilité, ce qu'on appelle la fidélité
En fait, aujourd'hui, effectivement, on sait que pour réussir à faire tourner de manière robuste certains algorithmes très prometteurs, on a besoin que les qubits fassent exactement ce qu'on attend d'eux. Et aujourd'hui, effectivement, il y a encore des petites interférences, un manque de maîtrise parfois du matériel qui peut obérer encore le fait d'atteindre les fidélités requises. Alors, c'est plus qu'un manque de maîtrise. Hein. Est-ce que c'est pas intrinsèque à l'ordinateur quantique qui est comme ça? On le sait bien. Hein, à la fois, peut-être on peut revenir sur le concept même de l'ordinateur quantique qu'on a vraiment survolé en fait au passage. L'ordinateur quantique, il s'agit d'utiliser des qubits à la place de bits. Je vous laisse poursuivre. Ah oui, effectivement. En fait, ça dépend vraiment des technologies. On va avoir différentes difficultés en fonction de si on utilise des photons ou si on utilise des matériaux supraconducteurs. Et effectivement, on progresse dans la compréhension du fonctionnement de ces technologies. Et donc, les verrous de ce point de vue-là, du point de vue de la fidélité, dépendent vraiment de là où on en est sur telle ou telle technologie. Maintenant, honnêtement, moi j'ai commencé à travailler sur le sujet en 2019. C'est très impressionnant de voir, à peine 5 ans plus tard, à quel point les sujets, les points de focus ont changé, quoi. Il y a 4-5 ans, on ne s'attendait même pas à avoir des premières puces ou des premiers prototypes disponibles dès maintenant. Et la plupart des fournisseurs dont je vous parlais aujourd'hui, elles sont déjà en train d'exposer des premiers prototypes dans le cloud, commencent à avoir des premiers usages. Et là, dans les roadmaps sont de plus en plus ambitieuses, en parlant dans les années qui viennent d'atteindre des niveaux de scalabilité, donc des nombres de qubits sur les puces à quelques milliers. Avec des niveaux de fidélité de plus en plus. On arrivera à corriger ces erreurs de mieux en mieux et du coup à faire tourner des algorithmes de plus en plus sophistiqués pour résoudre des problèmes. Et ce qui est intéressant, c'est que comme souvent les chercheurs sont encore très impliqués dans ces startups, les roadmaps sont validés par ces chercheurs qui ne veulent pas perdre leur crédibilité scientifique. Donc on ne peut pas les taxer non plus de communiquer sur une hype. Alors qu'en fait, derrière, ces scientifiques-là savent très bien qu'ils ils sont attendus au tournant, qu'ils vont devoir les délivrer, ces roadmaps. Donc il faut qu'ils soient assez à l'aise avec. Et donc ça montre qu'il y a une vraie accélération dans les découvertes et puis la levée de ces verrous technologiques. Et pour finir, dernière question peut-être. Ensuite, on passera à vos questions à vous dans la salle. On aura un petit peu de temps pour ça. Est-ce qu'on a changé de rêve quelque part avec l'ordinateur quantique, puisqu'au départ, il y avait cette découverte de voir que les propriétés quantiques pouvaient permettre comme ça d'avoir 2 états superposés et donc de calculer d'une manière différente, plus vite peut-être, en tout cas d'une manière différente. Et c'est tout ça qui a construit le rêve avec l'idée qu'on allait avoir un ordinateur comme celui en silicium, c'est-à-dire qui fait tout. Et là, aujourd'hui, vous détaillez plusieurs technologies, vous détaillez plusieurs applications, finalement. Est-ce qu'on n'est pas en train de s'orienter plutôt vers plusieurs ordinateurs quantiques qui vont être chacun dédiés à certaines applications, qui pourront jamais tout faire, mais qui pourront tirer leur épingle du jeu dans certains domaines? Bon, déjà, il faut savoir que les différentes technologies, on s'y attache. Donc effectivement, ça exploite différentes compétences, l'excellence de différents laboratoires. Et donc, c'est vrai que moi, j'aurais tendance à espérer qu'on ait plusieurs technologies différentes pour plusieurs applications différentes. Je pense que ce serait intéressant d'en maintenir plusieurs. Mais ça, c'est vraiment un avis personnel. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a eu quand même une rationalisation du discours ces dernières années où en fait on est passé de la science-fiction, l'ordinateur quantique qui va remplacer les supercalculateurs classiques, tout le monde aura un ordinateur quantique chez soi, et j'en passe. Et en fait on se rend compte de plus en plus qu'effectivement on sera sur une technologie spécialisée qui va répondre à certains problèmes qui permettra, et ça on l'espère, d'ouvrir des portes qu'on avait fermées avec justement les technologies classiques, tout simplement parce que ça fonctionne tellement différemment que ça permet de réouvrir ses chakras, d'essayer de recommencer à explorer d'autres horizons. Mais ça viendra compléter les technologies classiques avec certains espoirs qui pour nous sont particulièrement importants. Je sais que les centres de calcul sont connus comme des gros consommateurs d'énergie. Donc, et puis aujourd'hui avec
les préoccupations actuelles, on se dit qu'on ne peut pas dépasser une certaine enveloppe énergétique. Donc on se dit que ça nous permettra peut-être de faire tourner certains calculs, de résoudre certains problèmes de manière plus efficace de ce point de vue-là également, pas uniquement du point de vue de l'accélération du calcul, mais également du point de vue de la consommation énergétique de ces calculs scientifiques. Et je vous remercie beaucoup. Et oui, c'est le moment maintenant de passer aux questions. On peut déjà applaudir nos deux invités. Et évidemment, je suis sûr et certain que ça va susciter des questions, puisque déjà, monsieur, voilà, il a levé la main depuis 14 minutes. Alors, on va commencer avec monsieur, parce que je l'ai vu dans l'angle mort voilà. Et ensuite, madame. Bonjour, merci beaucoup pour ce dialogue très intéressant. Ma question est inspirée de mon background de chimie computationnelle. Donc, merci d'ailleurs, Gensi, pour la mise à disposition des moyens de calcul. Je voulais demander si l'ordinateur quantique, qui est prédit de pouvoir accélérer exponentiellement les puissances de calcul, pourra permettre de s'affranchir de certaines approximations scientifiques qui sont maintenant nécessaires pour pouvoir faire du calcul scientifique de haut niveau. Et typiquement, est-ce que ce genre de gain de précision qu'on peut attendre serait intéressant pour vous, Monsieur Levesque? Merci beaucoup. Alors pour répondre peut-être à la première partie de la question, effectivement c'est espéré. L'idée ce serait d'avoir des modèles plus précis peut-être en s'appuyant sur ce fonctionnement spécifique de la mécanique quantique et pour effectivement servir les besoins de la chimie. Je vais laisser... Si la question c'est est-ce qu'on va pouvoir faire autre chose que de la DFT électronique sur les ordinateurs quantiques, la réponse est j'espère que oui, mais c'est de la science-fiction pour l'instant. Mais pour répondre de façon moins technique et précise, nous, d'un point de vue utilisateur, parce qu'on sera utilisateur d'un ordinateur quantique et de nouveaux processeurs quantiques, si un jour ils sont mis à disposition et assez généralistes quand même pour qu'on puisse y porter nos calculs, nous, ce qui nous intéressera, c'est en effet de faire des calculs qui aujourd'hui ne sont juste pas possibles. C'est ce que tu appelais ouvrir les chakras. Il y a des interactions entre certaines protéines malades mutantes et certains atomes qui, dans les molécules thérapeutiques qu'on ne comprend pas. Et on sait qu'on ne peut pas sans certains calculs qui aujourd'hui sont impossibles. Et moi, je serais ravi de unlocker cette... Pardon pour les anglicismes. De débloquer cette... Bref, on s'est compris. Madame. Bonjour et merci. Alors, le quantique, c'est abstrait, c'est un peu difficile à appréhender. Est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce qu'a une molécule quantique par rapport à une molécule classique? Qu'est-ce qui la différencie? Quels sont ces... La réponse est très simple. Toutes les molécules sont quantiques. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la taille d'une molécule, c'est un dixième, c'est quelques dixièmes d'un milliardième de mètre, 10 puissance moins 10 mètres. Et à ces échelles-là, les propriétés des électrons, qui sont une partie importante des atomes, un médicament, c'est une centaine d'atomes. Et chaque atome, il y a des électrons dedans, et les interactions entre ces électrons sont incroyablement complexes. C'est ça qu'on appelle la mécanique quantique. C'est ces interactions incroyablement complexes dont on a réussi, dont les gens, je dis on, c'est pas Maximilien, c'est les gens ont réussi à en faire des processeurs quantiques en utilisant ces propriétés de superposition, etc., dont vous parliez tout à l'heure. Et donc toutes les molécules sont quantiques. Traiter tout de façon quantique n'est pas utile. Par contre, certaines interactions, certaines choses très très fines, on a besoin d'aller jusqu'au niveau des électrons, c'est-à-dire jusqu'au niveau du quantique, pour comprendre. Alors, en fait, c'est pour comprendre pourquoi cette molécule s'attache à telle protéine alors que telle autre ne s'attache pas. Pourquoi elle est active sur la protéine alors que l'autre ne l'est pas. Parfois, c'est très important d'arriver jusqu'au niveau quantique pour le comprendre. J'espère que je réponds à votre question. Je crains que nous allions générer un peu de frustration quantique. Il y a beaucoup de questions. Donc, madame. Merci pour cette excellente présentation. J'ai plutôt une question ou plutôt une réflexion à partager avec Maximilien. Pour l'évaluation thérapeutique de vos screens de molécules, pourquoi vous ne pensez pas à vous associer à Dassault Systèmes et passer directement aux jumeaux numériques que passer par l'homme? Alors, je ne travaille pas avec eux. Donc, deuxième chose, c'est que les jumeaux numériques, qu'ils soient humains, bâtiments, même cellulaires, même, sont aussi des choses dont on pourrait dire que peut-on attendre
d'un jumeau numérique. C'est une anticipation du futur. Concrètement, je ne crois pas, moi, Maximilien, qu'aujourd'hui on puisse dire qu'on peut simuler un homme entier de son unicité jusqu'à ses électrons et qu'à la fin, ça permettra de tester une molécule. Ce n'est pas ce que dit Dassault Systèmes. Hein. Pour avoir vu de nombreuses présentations, jamais personne ne dit qu'ils arrivent à simuler un humain. Mais donc non, on ne peut pas se passer d'essais sur les animaux. Et je vous dis ça pour avoir cette discussion tous les soirs avec mon épouse qui est vétérinaire. Monsieur là-bas, ensuite monsieur ici, et enfin monsieur là. Et j'incite mesdames aussi à participer, à l'instar de ce que vous venez de faire. Merci beaucoup pour cette présentation absolument passionnante. Deux remarques rapides. Un, je suis très heureux de payer des impôts quand je vous écoute, vraiment. Deuxièmement, il y a tellement de gens incompétents et idiots, et je suis poli, qui nous racontent des choses déprimantes, que c'est vraiment une chance d'avoir et de vous écouter et de vous entendre raconter vos expériences qui sont vraiment qui nous rendent optimistes, enfin en tout cas qui moi me rendent optimiste. J'ai quand même une question, peut-être un peu pour vous, un peu plus pour vous, Monsieur Levesque. Vous avez créé une entreprise qui est une entreprise aujourd'hui privée. Je vais revenir à mes impôts. Comment est-ce que je peux m'assurer que cette entreprise va rester dans un giron français ou européen en tout cas, parce que vous allez peut-être avoir des risques d'être phagocytés par des Merck, des Pfizer et d'autres, je ne sais pas. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous faire penser qu'à horizon de quelques années, toutes les choses extraordinaires qui vont sortir de vos laboratoires resteront et créeront une richesse plutôt pour le pays ? Alors, merci pour la question et merci pour avoir attrapé ma perche sur à quoi ça sert les impôts qui payent des chercheurs et des fonctionnaires. En fait, il y a un truc qui est très très important. Quand une entreprise, je vais me permettre une petite boucle de 20 secondes. Une entreprise américaine, leader mondial de la recherche de médicaments, est venue à l'ENS et au CNRS pour racheter la technologie que j'avais inventée. J'ai dit non. Je vais en faire moi une start-up. En fait, je ne savais pas que je n'avais pas le droit de dire non. Concrètement, elle ne m'appartenait pas, cette technologie. Elle vous appartenait, elle appartenait à l'État, au CNRS et à l'École normale supérieure. Et donc ensuite, il y a une petite boucle, on s'est mis d'accord pour dire non. et en fait, Akemia a une partie de son capital, partie intelligente de son capital. Ce n'est pas 50%, ce n'est pas 0%, 0,01%. Une partie de son capital qui appartient à l'État, au CNRS, École normale supérieure, Paris Sciences et Lettres et Sorbonne Université. Donc, à chaque fois que Akemia prend de la valeur, les participations de l'État prennent de la valeur. On a ensuite eu BPI France au travers de son fonds Large Venture, qui est le plus gros fonds d'investissement en VC, en capital risque, qui a mis 20 millions dans Akemia sur les 60. C'est les participations de l'État. On paye aussi des redevances pour avoir le droit d'utiliser de façon exclusive, mondiale, tout domaine, la technologie que j'avais inventée pour nous, pour la société qui me payait. Donc tout ça pour dire, là j'ai l'air de me plaindre, je suis ravi. Je suis ravi. Je suis ravi de me dire que j'ai déjà remboursé 1 an de vie de chercheur, très largement, et en fait plusieurs années. Et je suis ravi que ça fasse de la recherche fondamentale ou appliquée au choix du chercheur, et que peut-être un jour ça fasse pas de la recherche de médicaments, mais je sais pas, des nouveaux atterrisseurs sur la Lune ou des refroidisseurs pour le quantique, ou je n'en sais rien. Donc c'est un système très sain qui s'est mis en place, qui est le chercheur fait sa recherche, a l'opportunité, s'il le souhaite, de passer de chercheur-inventeur à créateur, entrepreneur. Je suis plus l'ENS, je suis plus fonctionnaire. Je suis beaucoup mieux payé. Vous êtes en disponibilité au cas où ? Pas du tout. Je plaisante. Non, mais c'est super important. Ça fait partie de la mise en disposition, disponibilité. Moi, j'ai démissionné, mais il y a aujourd'hui beaucoup de raisons de se lancer si on en a envie. Et c'est sain pour tout le monde. Akemia a créé 60 CDI en 4 ans. On sera 150 fin de l'année prochaine. C'est des CDI. Un tiers viennent de l'étranger. On a des gens, on a une des dernières arrivées, c'est une PhD de biologie à Princeton, une des plus prestigieuses universités américaines et mondiales, qui nous rejoint, qui a déménagé à Paris pour trouver des médicaments. Et elle s'est dit, on l'a convaincue, et elle s'est dit, elle est intelligente, hein, Athéna, je peux vous dire, elle s'est dit, c'est à Akemia qu'on va trouver des médicaments. Et donc, c'est hyper vertueux, en fait. C'est très vertueux.
Monsieur, ce sera probablement la dernière question. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. J'avais une question d'ordre éthique à vous poser par rapport aux technologies de la quantique. J'aimerais savoir aujourd'hui votre point de vue sur éthiquement, est-ce que c'est une bonne idée de développer le quantique? Je ne suis pas complètement renseigné sur le sujet, mais à ce que je sais, la quantique remet pas mal de choses en question au niveau cryptologie. Et donc ça nous demanderait de changer énormément de technologies. Donc ça demanderait des ressources supplémentaires pour adapter nos technologies. Et de la même manière, si je comprends bien, les ordinateurs quantiques demandent énormément de ressources et sont des énormes machines. Donc au niveau coût-bénéfice, je suis dubitatif et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Par exemple, vous qui développez des médicaments, combien coûtent les ordinateurs quantiques qui sont utilisés pour faire ces calculs et voilà, j'aimerais bien avoir vos avis là-dessus éthiquement. Alors, je vais prendre le début de la réponse. Effectivement, la cryptographie, c'est l'une des applications anticipées du quantique. Ça a été mis en lumière par l'invention d'un algorithme dans les années 90 qui s'appelle l'algorithme de Shor. Après, l'algorithme de Shor, justement, spécifiquement, avec tous les risques qu'il comporte, il est extrêmement exigeant du point de vue du nombre des qubits et de leur fidélité. Donc l'algorithme la puce quantique qui fera tourner l'algorithme de Shor et qui mettra en péril des algorithmes de cryptographie asymétrique qu'on utilise actuellement, il est, même si je suis très optimiste sur le développement de la technologie, 100 ans, il n'est pas arrivé et a priori ça va mettre une voire plusieurs décennies à arriver. Maintenant, il est intéressant de voir que c'est un vrai challenge technologique parce qu'en fait on se dit que les données qui sont chiffrées actuellement avec les méthodes actuelles de chiffrement, en fait si elles ont de la valeur encore dans 20 ans, effectivement si l'ordinateur quantique qui arrive et qui permettra de faire tourner Shor dans 20 ans va mettre en péril ces données-là. Donc aujourd'hui il est important de réfléchir à d'autres méthodes. Donc c'est un petit peu un cycle vertueux aussi de il y a un challenge technologique ou une nouvelle technologie qui arrive qui met en péril une autre technologie. Donc il faut qu'on arrive à trouver des progrès du côté de cette technologie qui est mise en péril pour s'en protéger, s'en prémunir. Après, l'équilibre coût-bénéfice, il est compliqué à anticiper aujourd'hui parce que je vous parlais des premières promesses, des premières applications promises par le quantique. Honnêtement, si on arrive à atteindre les gains qui sont anticipés, si ça vaut complètement le coup de continuer à investir sur le sujet parce que ça va venir irriguer énormément de domaines scientifiques. Ça pourrait effectivement permettre d'ouvrir des portes qu'on avait fermées et donc d'apporter des gains sociétaux énormes. Et donc de ce point de vue-là, j'aurais tendance à dire que ça vaut quand même le coup de se pencher un peu sur le sujet. Et puis du point de vue de la consommation énergétique, parce qu'effectivement pour nous c'est aussi un sujet, forcément, il a été identifié que en gros, c'est une technologie qui naît maintenant, à une époque où forcément c'est un gros enjeu. Donc, du point de vue de la thermodynamique, du point de vue de vraiment la conception des machines, c'est quelque chose qui est pris en compte. C'est-à-dire je pense qu'on n'ira pas vers des technologies, on n'investira pas dans des technologies si on pense qu'elles vont avoir un coût massif du point de vue énergétique dans le futur. Si c'est moins intéressant de les développer que de continuer d'utiliser la simulation numérique sur des calculateurs classiques, à ce moment-là, on n'investira pas et on n'arrivera pas à trouver de l'investissement sur ces sujets-là. Donc aujourd'hui, on a des technologies dont on estime qu'elles sont plutôt frugales, dont on anticipe que d'un point de vue développement, elles vont conserver un avantage de ce point de vue-là. Et puis, du point de vue des usages, si on arrive à résoudre un même problème en utilisant ces technologies de manière plus efficace et que du coup ça consomme un petit peu moins, effectivement, on aura gagné quelque chose. Quand on gagne en efficacité. Il évoquait la problématique de l'effet rebond. C'est-à-dire qu'il va y avoir plus d'utilisateurs et qu'on ne va pas simplement porter les usages actuels, effectivement. Mais ça permettra d'ouvrir des portes qui étaient jusqu'ici fermées et donc il y aura d'autres gains par ailleurs. Peut-être juste, je vais être hyper court et peut-être un peu polémique, mais c'est bien pour justement aller manger après. La recherche, c'est la création de nouveaux savoirs, c'est lié à prise de risque.
Donc si on ne veut pas de prise de risque, alors il n'y a pas de recherche, il n'y a pas d'innovation, on ne se parle plus, on rentre chez nous, et très bien. Deuxièmement, et pour répondre sur la partie éthique, mais là on peut dodeliner de la tête, c'est polémique. En tout cas, la recherche, c'est la création de savoir. S'il n'existe pas, il faut le chercher, ça veut dire qu'il y a de la prise de risque. Deux, on fait de la recherche de médicaments. On n'est pas en train de... Enfin, voilà. Donc est-ce que ça va... Est-ce que les 60 MacBook Pro de Akemia sont un problème dans ma tête? Non, on fait de la recherche de médicaments. Merci en tout cas à nos deux invités, on vous applaudit à nouveau.